pouvoir applaudir votre groupe préféré, les Chams. Perfect Blue est un film d'animation japonais réalisé par Satoshi Kon et produit en 1997 avant de sortir en France 2 ans plus tard. Il s'agit du premier long métrage du cinéaste, qui était alors principalement connu comme mangaka, scénariste et storyboarder, ayant notamment travaillé sur Pat Labor 2 en 1992 et JoJo's Bizarre Adventure l'année suivante. Le film est librement inspiré du roman Perfect Blue, Métamorphose d'une idole, de Yoshikazu Takeuchi, qui a été publié en 1991, mais Satoshi Kon a pris d'importantes libertés par rapport à l'œuvre originale, préférant se concentrer sur une approche plus psychologique et introspective. Sa production a été assurée par le studio Madhouse, un acteur incontournable de l'animation japonaise, connu notamment pour ses adaptations animées d'œuvres majeures comme DNA Yokare, Trigun ou encore Cardcaptor Sakura. Ce studio collabora à plusieurs reprises avec le cinéaste sur ses projets suivants, notamment Millennium Actress en 2001, Tokyo Godfather sorti en 2003 et la série animée culte Paranoia Agent en 2004. À l'origine, Perfect Blue devait être un film en prise de vue réelle, mais des problèmes de financement ont contraint l'équipe à revoir son ambition à la baisse. Le projet a alors été repensé comme un OAV, ou OVA, un acronyme pour Original Video Animation, qui désigne un format destiné à l'exploitation directe en vidéo. Finalement, il a été retravaillé pour devenir un long métrage d'animation, ce qui lui a permis d'être sélectionné dans plusieurs festivals internationaux. Son accueil y fut si enthousiaste qu'il a acquis une notoriété inattendue et propulsé Satoshi Kon sur le devant de la scène, faisant de lui l'un des réalisateurs majeurs de l'animation japonaise contemporaine. Mima, jeune chanteuse d'un groupe de J-pop appelé les Chams, décide de quitter la scène musicale pour se reconvertir en actrice. Mais ce changement radical ne se fait pas sans heurts. Entre la pression de l'industrie, un rôle éprouvant et l'hostilité d'une partie de son public, son quotidien devient de plus en plus oppressant et sa vie privée compromise. Lorsqu'elle découvre un site web relatant sa vie dans les moindres détails et qu'un mystérieux harceleur commence à la suivre, la frontière entre la réalité et l'illusion s'estompe. Mima est-elle victime d'un complot ou est-elle en train de sombrer dans la folie ? Une nouvelle Mima est née. Le film que je vais traiter dans cette vidéo est une œuvre que je trouve particulièrement fascinante, tant pour son imagerie scénique que pour ses thématiques variées et les nombreuses interprétations qu'elle suscite. Perfect Blue est si dense et complexe que je ne pourrais pas en dresser une analyse exhaustive en une seule vidéo. Je vous encourage donc vivement à le visionner pour apprécier toute sa richesse et éventuellement laisser un commentaire pour partager votre propre interprétation du film. Dès le début, celui-ci nous interroge sur notre rapport aux célébrités, et bien qu'il date du milieu des années 90, ces thématiques résonnent encore aujourd'hui avec une acuité saisissante. En effet, Perfect Blue offre une critique féroce de l'industrie du divertissement et du rapport malsain qu'elle entretient entre les célébrités et leur public, notamment au Japon, où le phénomène des idoles est ancré depuis des décennies. Je n'avais jamais vu ça. C'est plus qu'un phénomène. C'est une religion. Certains fans vont même jusqu'à épouser des idoles virtuelles, poussant à l'extrême une obsession pour ces figures publiques. Le film dénonce également l'intrusion du public dans la vie des célébrités, une intrusion principalement incarnée par un stalker que Mima voit partout, et illustrée par des séquences où des fans débattent sur Mima, allant jusqu'à juger et critiquer vivement ses choix de carrière, comme si elle leur appartenait et qu'ils en avaient la légitimité. Les gens ont vraiment des goûts bizarres, je n'arrive pas à comprendre. Ce rejet par une partie de son public rappelle la cancel culture moderne, où une figure publique peut être violemment critiquée et même boycottée suite à un bad buzz. Le film préfigure également un autre phénomène contemporain, visible à travers les agissements de son stalker, l'adoration excessive des fans, qui peuvent devenir extrêmement agressifs dès lors que leur idole est critiquée. Aujourd'hui, on assiste même parfois à un regroupement de ces fans dans des communautés sur les réseaux sociaux qui facilitent la diffusion de campagnes de harcèlement en ligne contre ceux qui osent dénigrer leur artiste favori. Une autre critique majeure du film concerne l'hypersexualisation dans l'industrie du divertissement et par extension dans la société. Mima, d'abord perçue comme une idole pure, cherche à réinventer son image pour acquérir une crédibilité en tant qu'actrice. Elle est persuadée, sous l'influence de producteurs peu scrupuleux, que cela passe par des scènes suggestives, voire dégradantes. Elle est parfaite. La petite vedette va devenir une femme fatale.
Cette trajectoire fait écho à des figures réelles, telles que Britney Spears ou Miley Cyrus, qui après avoir été perçues comme des modèles de vertu pour la jeunesse, ont vu leur image radicalement transformée par l'industrie. Cette critique s'accompagne d'une réflexion sur le voyeurisme du public et sa recherche constante de spectacle et de sensationnalisme. En poussant cette réflexion plus loin, le film résonne également avec les théories entourant le projet MKUltra, un programme gouvernemental américain des années 50 visant à développer des techniques de contrôle mental. Une de ces méthodes implique la fragmentation de la personnalité, provoquant un trouble de la personnalité multiple, caractérisé par la création d'altères dans l'esprit des victimes, ce qui est d'ailleurs plus ou moins mentionné dans le film. Elle souffre de troubles de l'identité, ce qui engendre chez elle un dédoublement de la personnalité. Ce projet, bien qu'initialement développé à des fins militaires, est parfois soupçonné d'avoir été récupéré par l'industrie du divertissement pour formater certaines célébrités. Certaines séquences appuient cette analyse dès le début du film. Lors d'un concert des Cham, les trois chanteuses semblent avoir le même visage, renforçant l'idée d'une identité préfabriquée et interchangeable imposée par l'industrie. Tout au long du film, Mima perd ainsi progressivement le contrôle sur sa propre identité, éclipsée par un double qui ne cesse de la tourmenter, et confrontée malgré elle aux agissements de ce qui pourrait être ses propres alters, dont elle ne comprend ni les actions, ni les motivations. Mima devient alors peu à peu sa propre ennemie, un motif central du film, renforcé par les nombreuses scènes où elle observe son propre reflet, comme s'il était une entité indépendante d'elle-même. Plusieurs éléments dans la mise en scène accentuent cette sensation de fragmentation mentale, et également de la dissociation de la personnalité et de la dualité qu'elle induit. On peut notamment relever une séquence montrant un train passer derrière la tête de Mima, avant que celle-ci ne se voie dans plusieurs écrans à la fois. On peut également penser à la traumatisante scène de viol fictif, où son esprit semble se détacher de son propre corps, ou encore aux répliques de Mima dans la série dans laquelle elle joue, intitulée par ailleurs Double Bind, qui peut se traduire par double contrainte ou dilemme. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Perfect Blue ouvre ainsi une piste d'interprétation fascinante. Et si l'entourage de Mima, ses collègues, sa manager, voire son stalker, était une manifestation de ses propres alters? Et si Mima était elle-même un des alters d'un autre personnage? Parce que c'est grâce à elle que je sais qui je suis maintenant. Le film joue constamment avec cette ambiguïté, brouillant la frontière entre réalité et illusion. Il est possible que tout au fond de notre âme se cache comme un autre moi et qu'il apparaisse sans qu'on s'y attende, qu'il vienne se mettre à rôder. De toute façon, ce genre de rêve ou d'illusion ne se matérialise pas. Si, Rumi. Certains indices renforcent cette hypothèse, notamment une scène où le double de Mima et son stalker semblent gérer ensemble son site web, ou encore la révélation finale, où son double malveillant prend l'apparence de sa propre manager. Visuellement, Perfect Blue s'inscrit dans l'héritage esthétique de l'animation japonaise des années 80 et 90, une époque où chaque image était façonnée à la main, conférant au film une texture organique et une richesse de détails aujourd'hui rares. Loin de la perfection lisse du numérique, cette approche artisanale renforce le réalisme des décors et la profondeur des expressions, accentuant ainsi l'impact psychologique du récit. Cette esthétique, empreinte de nostalgie, trouve aujourd'hui un écho particulier dans la culture visuelle contemporaine, notamment à travers la mouvance Lo-Fi, qui recycle et réinterprète ces images d'un autre temps pour évoquer un mélange de mélancolie et de réconfort. Dans Perfect Blue, cette imagerie ne se limite pas à un simple choix artistique. Elle devient un vecteur sensoriel qui nous plonge dans l'instabilité mentale de Mima, où réalité et illusion se confondent dans un vertige hypnotique. À mesure que le film progresse, les contours s'effacent, les repères s'émiettent, et nous voilà emportés dans un labyrinthe de reflets où la vérité semble toujours hors de portée. Oh mais... Où suis-je? Ce n'est pas mon appartement. En conclusion, Perfect Blue est donc bien plus qu'un simple thriller psychologique. C'est une plongée vertigineuse dans les méandres de l'identité, un labyrinthe où les frontières entre le soi et l'image projetée s'effacent, sous la pression d'un monde avide de contrôle.
À travers son récit troublant et son esthétique envoûtante, le film capture avec une justesse dérangeante l'influence insidieuse des médias, la fragilité de la perception et la dissolution progressive de la réalité. À chaque visionnage, Perfect Blue semble se réinventer, révélant de nouvelles strates de lecture, comme autant d'éclats d'un miroir brisé dans lequel se reflètent nos propres peurs et obsessions. Une œuvre hypnotique et cauchemardesque qui, une fois entrée dans notre esprit, y laisse des images persistantes et quelques belles visions infernales.